Donc, bonjour tout le monde. Je suis Al-Hadrami Abdelwahab. Je vais assurer avec vous cette partie de module cristallochimie 1, qui est la suite de ce que vous avez déjà vu avec professeur Zakaria, cristallographie géométrique. Donc, aujourd'hui, dans ces circonstances particulières, avec la pandémie de coronavirus, Covid-19, donc notre cours, cette expérience, ça sera à distance. Donc, un effort de votre part et un effort de notre part, nous allons réussir certainement. Donc, dans cette partie, de cet élément de module, nous allons parler lors du premier chapitre d'un certain nombre de généralités et quelques notions de base. Plus particulièrement, on va parler des états physiques de la matière. Ensuite, on va faire une classification des solides de manière générale et les solides cristallins plus particulièrement. Et on va donner un certain nombre de définitions. Le chapitre suivant, on va traiter les structures métalliques. Et on va parler plus particulièrement des empilements compacts. Ensuite, on va voir parmi ces empilements compacts la structure cubique à face centrée et la structure hexagonale compacte. Ensuite, on va traiter les structures cubiques centrées et on va dire un petit mot sur les alliages. Le troisième chapitre, il va concerner les structures ioniques. Et on va se limiter à deux types de structures. Donc, les structures de type AB, ça veut dire A et B ont la même charge, et les structures de type AB2. Il y en a d'autres structures qui sont un peu plus compliquées. Pour les SMC, ils vont les voir en S5, le cours de cristallochimie 2. Bon, tels que la perovskite, la spinelle, le corindon, ainsi de suite. Le chapitre 4, on va parler d'autres types de structures, plus particulièrement les structures lamellaires et les structures moléculaires. Donc, l'objectif de notre cours, donc il s'agit de comprendre la relation entre la composition et la structure cristalline, bien évidemment dans la perspective de faire une corrélation aux propriétés physiques. Donc, un matériau, lorsqu'il a une structure, on peut prévoir quelles propriétés physiques peut avoir. Alors, cet objectif général, on peut le décliner en objectifs spécifiques. La première, ou le premier objectif spécifique, c'est à la fin de ce cours, vous devez être capable de différencier entre un solide cristallin et un solide amorphe. De même, vous devez être capable de décrire un cristal comme un assemblage de mailles parallélépipédiques. Déterminer le motif, la coordinance, la compacité pour une structure bien déterminée. Encore, à la fin de ce cours, vous devez être capable de calculer la masse volumique d'un matériau cristallisé selon une structure donnée et faire le lien entre le rayon
et le paramètre de la maille. Ensuite, vous devez être capable de situer les sites octaédriques et les sites tétraédriques d'une structure donnée et connaître quel cation peut être inséré dans ces sites. Donc, pour mener à bien ce cours et pour que ça soit plus facile pour vous, vous devez avoir un certain nombre de prérequis, un bagage. Alors, vous devez savoir l'évolution des propriétés des éléments chimiques dans le tableau périodique, ce qu'on a vu lors du cours de l'atomistique. Vous êtes censé savoir les différents types de liaisons, le cours de S2. Un certain nombre de notions de base de la cristallographie géométrique, ce que vous avez déjà vu avec mon collègue professeur Zakaria, et des notions de base relatives à la géométrie dans l'espace, ce qu'on a vu lorsque nous étions petits, au primaire et au collège. Triangle isocèle, les propriétés de triangle isocèle, triangle équilatéral, et un cube, c'est quoi un cube, c'est quoi un parallélopipède, ainsi de suite. Donc, le premier point qu'on va traiter, l'état physique de la matière. Donc, vous savez très bien qu'on peut distinguer trois états physiques, principalement. Donc, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. L'état gazeux, elle a un certain nombre de caractéristiques. Donc, pour la forme, on dit qu'un gaz prend la forme du récipient qui le contient. Le volume, pour le gaz, elle est indéfinie. Donc, le gaz, elle occupe tout le volume disponible. Les liaisons entre les particules au sein d'un gaz, elles sont faibles. Pour un liquide, la forme, elle est indéfinie. Lui aussi, il prend la forme des récipients qui le contient. Par contre, elle a un volume bien défini et les liaisons entre les particules le constituant est moyenne. Pour un solide, donc, elle a bien un volume défini, une forme aussi définie, et les liaisons au sein des solides sont fortes. Alors, lors de ce cours, ou cet élément de module, on va s'intéresser à l'état solide. Donc, selon l'arrangement des atomes constitue le solide, on peut faire la distinction entre deux classes importantes. Donc, les solides cristallins et les solides amorphes. Les solides amorphes présentent une répartition désordonnée des atomes. Et les atomes, on peut dire qu'ils sont répartis n'importe comment. Généralement, elles ont des propriétés physiques telles que la conductivité électrique, la rigidité, l'indice de fraction, qui sont les mêmes quelle que soit la direction d'observation. Et dans ce cas, on parle d'un matériau isotrope. Les solides cristallisés, contrairement aux solides amorphes, elles présentent un arrangement régulier des particules les constituant à longue distance. Donc, il y a un ordre. Donc, cet arrangement, il est sous une configuration parfaitement géométrique. Un cube qui se répète, ou bien un parallélopipède,
ainsi de suite. Les solides cristallins, contrairement aux solides amorphes, elles présentent souvent des propriétés physiques anisotropes, donc selon une seule direction. Si on veut schématiser un solide cristallin et un solide amorphe, on peut faire le schéma suivant. Vous voyez, on a un atome, le cercle en noir, entouré de 3 autres ions, les cercles vides, et ils forment un triangle, et ce triangle, il se répète de manière régulière selon une translation dans les 3 directions de l'espace. Par contre, dans le solide amorphe, on a toujours le cercle noir qui représente un cation et les anions représentés par un cercle vide. Ils se répètent, sauf qu'ils se répètent de manière aléatoire. Il n'y a pas une translation bien définie pour reproduire son motif. Donc voilà, on peut faire cette comparaison entre un solide cristallin et un solide amorphe de cette manière schématisée. Donc, on va encore s'intéresser plus particulièrement aux solides cristallins. On ne va pas étudier les solides amorphes. Alors, ces solides cristallins, ils peuvent être classés et cette classification dépend de la nature des liaisons qui assurent la cohésion de l'édifice. La cohésion, bon, si on veut faire la traduction, c'est tanasuk en arabe. La cohésion de l'édifice. Et on peut distinguer 4 molécules, 4 modèles plutôt. Donc, le premier modèle, c'est les cristaux métalliques ou bien les alliages. Et ça concerne surtout les éléments du bloc S du tableau périodique, les alcanes, les alcalinotéreux, et les éléments de transition, le bloc D sur le tableau périodique. Donc, la cohésion des atomes dans ces cristaux, elle est assurée par des liaisons métalliques. Et l'origine de cette cohésion, c'est les interactions électrostatiques entre les ions positifs et le nuage électronique libre ou délocalisé sur tout le cristal. Car, comme vous l'avez déjà vu en liaison chimique, la liaison métallique, ou bien un métal, qui est caractérisé par la liaison métallique, on peut considérer qu'on a un cation, ou bien des cations, qui sont dans un bain d'électrons. Donc, les électrons de la couche périphérique, ils sont libres, ils circulent, et le cation, voilà, elle est représentée par le signe positif. Elle rentre en interaction avec les électrons là, c'est en couleur dorée. Elle rentre en interaction électrostatique. Charge positive avec charge négative, ça donne une interaction, une force électrostatique. Les cristaux ioniques. Généralement, la formule c'est AXBY. Donc, la cohésion au sein de ces cristaux, elle est assurée par des interactions électrostatiques entre le cation A qui a une charge N+, et les anions qui ont une charge N-. Bien évidemment, la charge globale doit être nulle. Donc, le X fois M, le X, ça veut dire le nombre de cations dans le motif, le X fois M, il doit être égal à Y fois N. Donc, M, c'est la charge de A et N, c'est la charge de B. Donc, ces composés sont formés lorsqu'on a une différence d'électronégativité élevée entre l'élément A et l'élément B. C'est le cas, par exemple, de NaCl. Le sodium, il est électropositif et le chlore, il est électronégatif.
Donc, si on fait la différence entre l'électronégativité des deux éléments, on va avoir cette différence élevée. Les cristaux covalents, donc les atomes qui les composent sont liés par des liaisons covalentes. Le cas qui illustre bien ce genre de cristaux covalents, c'est le carbone-diamant et le carbone-graphite. Le diamant, vous le connaissez tel que vous le connaissez dans le langage utilisé. C'est précieux, le carbone-diamant. Le carbone-graphite, c'est comme le constituant des crayons. Il est très fragile. Alors, les cristaux moléculaires, c'est un autre type de cristaux ou de solides. Et la cohésion dans ces cristaux, elle est assurée par des liaisons intermoléculaires telles que la liaison hydrogène. Donc, on va passer maintenant à donner un certain nombre de définitions. La première, c'est la coordinance. Donc, la coordinance, ou bien le nombre de coordinations pour un atome, ou bien pour un ion, le constituant d'un solide. Donc, la coordinance, ou bien le nombre de coordinations, c'est le nombre de plus proches voisins dans la structure cristalline. Si on a un élément, les plus proches voisins à cet élément, elles constituent le nombre de ces proches voisins constitue le nombre de coordinations ou bien la coordinance. La multiplicité. Donc, la multiplicité qui est représentée par l'alphabet N ou bien Z pour une maille cristalline représente le nombre de motifs ou bien les groupements formulaires. Je suppose que vous avez déjà vu ça, le nombre de motifs avec le professeur Zakaria. Donc, ce nombre de motifs appartenant à cette maille. Bon, si on considère une boîte de la craie, une boîte de craie, la craie, ça va représenter le motif. Donc, ce qui est à l'intérieur de cette boîte, c'est on a 4 craies. Donc, on va dire qu'on a un nombre de motifs égal 4. La compacité. Alors, la compacité ou bien le taux de remplissage. Elle désigne le rapport du volume occupé par le nombre de motifs, le Z, appartenant à la maille au volume total de celle-ci. Donc, le volume des constituants de la maille divisé par le volume total de la maille. Donc, on représente la compacité par l'alphabet C. Elle est égale volume occupé divisé par volume de la maille. Sachant que le volume de la maille, on peut le calculer à travers le produit mixte B vectoriel C scalaire A. Et le volume occupé en considérant que les atomes ou bien les ions, elles ont une forme sphérique et elles sont rigides. Donc, elles vont avoir le volume d'une sphère. Et le volume d'une sphère, c'est 4 pi r à la puissance 3, le tout divisé par 3. Mais puisque on a Z motifs, donc on va multiplier par Z pour avoir le volume total des constituants. Et on peut remplacer cette
formule par la formule suivante. Donc la compacité égale Z fois le volume d'une sphère, 4πr à la puissance 3 divisé par 3. Avec R, ça serait le rayon de l'atome, ou bien de l'anion, ou bien du cation, selon les cas, divisé par le volume de la maille. Donc il faut faire attention pour cette formule. Il faut toujours partir de cette formule-là, la formule de départ. Par exemple, lorsqu'on a un anion et un cation, donc là, on va remplacer par le volume du cation fois le nombre de cations dans la maille, plus le volume de l'anion fois le nombre des anions par maille, et le tout divisé par le volume de la maille. La masse volumique ou bien la densité. Donc, ce grandeur est définie par le rapport masse des solides sur le volume de ce solide. Et on le représente par l'alphabet grec ρ. Et généralement, elle est donnée en grammes par centimètre cube. En chimie, la plupart du temps, on travaille avec grammes par centimètre cube. Néanmoins, on peut parfois travailler en kilogrammes par mètre cube. Donc, vous devez être capable de faire la conversion entre les deux unités. Donc, en se référant à une maille, cette relation de la masse volumique, on peut l'écrire de cette manière. Donc, ρ, c'est la masse de la maille, ça veut dire les constituants de la maille, divisé par le volume de cette maille. La masse de la maille, elle sera égale le nombre de motifs fois la masse d'un seul motif. Ça veut dire le constituant de la maille. Donc, Z fois la masse d'un seul motif. Et la masse d'un seul motif, en tenant compte de ce qu'on a vu lors de cours de l'atomistique, on peut remplacer cette partie-là par la masse molaire du motif divisé par le nombre d'Avogadro, sachant qu'une mole, il contient N atomes. Et la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, en divisant par le nombre d'Avogadro, on trouve la masse d'un motif. En tenant compte de cette relation entre la masse d'un seul motif et sa masse molaire et le nombre d'Avogadro, on peut remplacer dans la formule précédente. Donc, la masse volumique, dans ce cas, on peut l'écrire sous cette forme. Z multiplié, cette étoile, ça veut dire multiplié, donc Z fois la masse molaire du motif ou bien la masse atomique du motif. Ça dépend ce qu'on a un composé ou bien un atome. Divisé par le nombre d'Avogadro multiplié par le volume de la maille. Et le résultat, généralement, on l'exprime gramme par centimètre cube. De temps en temps, on peut l'exprimer kilogramme par mètre cube. Donc, pour faire le calcul correctement, on doit faire attention aux unités utilisées pour le calcul du volume de la maille. Généralement, la maille, on donne les grandeurs en angstrom ou bien en nanomètres. Donc, on peut transformer ce volume en centimètres cubes, sachant que 1 angstrom égale 10 moins 8 centimètres cubes. Alors, c'est quoi un site? Donc, dans un cristal, les motifs occupent les lieux. Vous avez déjà vu
Qu'est-ce que ça veut dire un nœud avec professeur Zakaria? Les nœuds du réseau. Donc, les motifs, ils vont occuper les nœuds. Et le vide qui reste, ou bien le vide qui sera délimité par ces motifs sphériques, est dit site interstitiel. Donc, imaginez que vous avez une petite boîte qui contient 10 billes. Entre les billes, il y en a certainement un vide. C'est pas tout le volume est occupé. Donc, si vous prenez dans votre main ou bien dans une boîte, vous mettez 4 billes, il y aura un vide entre ces 4 billes. Et le centre de ce vide, à l'intérieur, on dit que c'est un site interstitiel. Donc, en tenant compte du nombre d'atomes les plus proches au centre de ce site, on peut faire la distinction entre différents sites interstitiels. Alors, les sites tétraédriques. Ces sites tétraédriques, elles sont notés de cette manière-là, donc le chiffre 4 entre deux crochets. Donc, elle est entourée par 4 atomes voisins à la même distance, à égale distance. Donc, si on considère le site, ce centre rouge, donc la distance qui sépare le point rouge avec cet atome, elle est égale à la distance qui sépare le point rouge à cet atome, égale à cette distance-là, égale la quatrième distance, avec le quatrième atome. Donc, un site tétraédrique, il est entouré par 4 atomes voisins à égale distance. Et on va former un tétraèdre. Ce tétraèdre, il peut être inscrit dans un cube et ils auront le même centre. Ça veut dire le cube et le tétraèdre. Voilà, il est inscrit dans un cube, donc un sommet en haut avec le sommet opposé qui sont occupés. Et en bas, c'est la diagonale opposée à la diagonale d'en haut. Donc ce sommet avec le sommet opposé. Donc puisque ce sont des anions, donc il y aura répulsion et par conséquent, si un anion occupe cette position, le deuxième anion, il ne sera pas situé à ce niveau-là. Il y aura répulsion, il va occuper la distance la plus loin parce qu'il y a la répulsion puisqu'ils ont la même charge. Et de même, cet atome-là, cet anion avec celui-là, ils vont s'éloigner au maximum. Et on va occuper les sommets un sommet sur deux d'un cube. Et le centre du tétraèdre, il va être confondu avec le centre du cube. C'est le point rouge là, l'étoile rouge. Donc, on peut le schématiser sans mettre les arêtes. Donc, on a 3 sphères qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont tangentes. Donc, les sphères sont tangentes. Et puisque les sphères sont identiques, donc on va former un triangle équilatéral. Et le creux qui reste entre les 3 sphères, on va y émettre le 4e sphère et on va former notre tétraèdre. Donc 3 sphères avec un 4e qui représente un sommet. Sinon, 2 sphères en haut de cette manière-là et 2 sphères en bas de cette manière-là qui vont être croisées. Ça donne un cube vers la fin. Donc, ça revient à faire cette représentation.
Donc, deux sphères en haut et deux sphères en bas, croisées, ce qui permet de les inscrire dans un cube. Alors, les sites octaédriques, elles sont notées 6 par le nombre 6 entre deux crochets. Donc, ce site il est entouré par 6 atomes voisins et formant ainsi un octaèdre. Donc, on va avoir 6 sommets, puisqu'on a 6 atomes qui entourent le site. Donc, on va avoir 6 sommets, 4 sur le même plan, un en haut et une autre sphère en bas. Et le centre, c'est le centre du carré. Donc, on parle d'un octaèdre. Octa, ça veut dire 8, parce que vers la superficie, elle a 8 faces. C'est pour ça qu'on parle de octa, parce qu'elle a 8 faces. Octa, ça veut pas dire 6. 6, c'est le nombre de sommets. Par contre, octa, ça veut dire le nombre de faces. Donc, un octaèdre, elle a 8 faces et 6 sommets. Donc, représenté de cette manière-là. 3 sphères qui forment un triangle équilatéral avec le sommet vers moi et 3 autres sphères qui forment un triangle équilatéral avec un sommet vers l'écran du PC ou bien vers le tableau. Donc, les sommets sont opposés, ce qui permet d'avoir un octaèdre. Les coordonnées réduites, c'est une notion qu'on utilise beaucoup en cristallographie et cristallochimie. Donc, ce sont les coordonnées cartésiennes des atomes d'une maille en fraction de paramètres. Vous savez qu'une maille a des paramètres. Donc, le paramètre A, le paramètre B et le paramètre C. Donc, la coordonnée cartésienne représente par exemple le 1,5 par rapport à A. Ou bien elle représente 1, ça veut dire qu'il représente A. Donc ce sont les coordonnées cartésiennes des atomes d'une maille donnée en fraction de paramètres et dites coordonnées réduites. Vu que l'origine est choisie de manière arbitraire, donc la coordonnée 1, on va la considérer égale 0. Donc, ce qui est 1 pour la première maille, elle sera 0 pour la maille suivante. C'est pour ça, au niveau des coordonnées réduites, tout ce qui est égal aux coordonnées cartésiennes, tout ce qui est égal à 1, on dit qu'il est égal 0 et on le transforme en coordonnées réduites. On va voir des exemples pour mieux comprendre. Alors, voilà une maille cubique face centrée. On a des sommets, le S ça veut dire sommet, de 1 jusqu'à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le milieu de la face, donc C1, et la face parallèle, je vais dire C0. Donc ce qui est perpendiculaire à Z. Les milieux des faces notés B, ça veut dire les faces qui sont parallèles au Y. Et les faces notées A, j'ai deux milieux qui sont perpendiculaires à l'axe des X. Je considère l'atome S1.
le S1, et là, comme coordonnée cartésienne, bon, je vais considérer, puisque l'origine des repères, je vais le choisir à ce niveau-là, de manière arbitraire. Je fais le choix ici, et je donne les coordonnées. Donc voilà au X, au Y, au Z. Donc si je prends le S1, elle va avoir comme coordonnées cartésiennes 0 par rapport à X, 0 par rapport à Y et 0 par rapport à Z. Donc là, on n'a pas de problème. Alors, si je considère maintenant l'atome ou bien l'ion S2, S2, il va avoir comme coordonnées par rapport à l'axe des X 1. Voilà, c'est 1. Je fais la projection sur l'axe des Y, ça donne 0. Voilà, 0. Projection sur l'axe des Z, ça donne 0. Et voilà, 1, 0, 0. Le S3, projection sur l'axe des X, ça donne 1. Projection sur l'axe des Y, ça donne 1. Et sur l'axe des Z, ça donne 0. Le S4. Donc, les X, c'est 0. Les Y, c'est 1. Et les Z, c'est 0. Le S5. Là, les Z, c'est 1. En faisant la projection, je trouve X égale 0, Y égale 0. Ce sont les coordonnées cartésiennes maintenant. Le S6, donc les X, c'est 1. Les Y, en faisant la projection, ça donne 0. Et la projection sur les Z, ça donne 1. Donc, 1, 0, 1. Le S7, projection sur l'axe des Z, ça donne 1. Projection sur le plan et ensuite projection sur l'axe des X, ça donne 1. Et projection sur l'axe des Y, ça donne 1. Donc, c'est 1, 1, 1. Le 8, donc, projection sur les Z, ça donne 1. Projection sur l'axe des Y, ça donne 1. Et le X, ça va être 0. Donc, 0, 1, 1. Voilà les coordonnées réduites pour les sommets. Alors, les coordonnées cartésiennes plutôt. Quelles sont les coordonnées réduites pour ces atomes ou ces ions? Le tout, on considère qu'elle est égale 0, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que 1 elle est équivalent à 0 pour les coordonnées réduites. Donc, dans les coordonnées cartésiennes, chaque fois que je trouve 1, je le transforme en 0. Et ça donne les coordonnées réduites. Pourquoi? Je reprends l'exemple ici, le S1. J'ai fait le choix que l'origine soit ici. Donc, le S1, elle va avoir 0, 0, 0. Alors, le S2, moi, je vais faire le choix de l'origine située à S1. Ça va me donner 1, 0, 0. Un autre parmi nous, il va me dire, non monsieur, on va considérer la maille qui est devant celle-là, donc le cube qui est devant, et par conséquent, le S2 devient l'origine du cube qui est devant. Et par conséquent, elle va avoir comme coordonnée 0, 0, 0. Donc, on revient que tous les sommets ont le même coordonnées réduites. Donc, chaque sommet, on peut le considérer comme origine. Donc, si je considère le S5, par exemple, et je considère le cube qui est en haut, donc automatiquement, même si j'utilise les coordonnées cartésiennes, je trouve que S5 a comme coordonnées 0, 0, 0. Mais bien sûr, en considérant la maille qui est en haut, de cette cube. Voilà pour les sommets. Donc, de manière générale, pour les sommets, on va avoir
comme coordonnée réduite 0, 0, 0. Tous les sommets sont équivalents à une origine. Bon. Donc, je considère les faces qui sont perpendiculaires aux axes des X. Donc, ça veut dire les atomes A0 et A1. Donc, l'atome A0, ça veut dire la face qui est derrière ici. Donc, il faut voir une vision dans les trois dimensions, dans l'espace. Donc, la face là, où elle est située, le A0, elle est derrière. Donc, si je fais la projection sur l'axe des Y, je vais avoir un demi. Là, il est au milieu. Je fais la projection, ça donne un demi. Je fais la projection sur l'axe des Z, ça donne un demi. Et ensuite, je fais la projection sur l'axe des X, ça donne 0. Donc, le A0 est là comme coordonnée réduite, 0, 1 demi, 1 demi. Le voilà, 0, 1 demi, 1 demi. Pour le A1, maintenant, je fais la projection de la même manière sur l'axe des X, sur l'axe des Y, sur l'axe des Z. Je trouverai que pour X, en faisant la projection, bon, pour le Y tout d'abord, en faisant la projection, ça donne 1 demi. Ensuite, je fais la projection sur l'axe des X, je trouverai c'est égal à 1. Et sur l'axe des Z, c'est 1 demi. Voilà les coordonnées cartésiennes. Donc, je peux transformer ces coordonnées en coordonnées réduites. Donc, tout simplement, je vais remplacer le 0, le 1 par un 0. Le 1 par un 0 et j'obtiens comme coordonnée réduite donc j'obtiens comme coordonnée réduite 0, 1, 0, 1 demi, 1 demi. Donc 0, 1 demi, 1 demi. Je fais la même chose. Bon, pourquoi 0, 1 demi, 1 demi pour les deux points en coordonnée réduite? Donc je reviens pour le A1. Donc, en considérant ce cube, elle est située à x égale 1. Si je considère le cube qui est devant, on a dit qu'un solide cristallin, c'est un assemblage de mailles parallélépipédiques. Donc, dans le cas, ici, j'ai un cube. Donc, il y aura un cube devant, un cube en haut, un cube à côté de gauche, un cube à côté vers la droite, et ainsi de suite, une infinité. Donc, si je considère le cube qui est devant, donc le A1, elle est située sur la face qui coupe les X à 0. Et par conséquent, j'affecte ici 0 au lieu de 1. Je fais le même raisonnement pour le B1, le B0, B1 et pour... Donc, je vais avoir comme coordonnées pour les B, 1 demi, 0, 1 demi. Et la même chose pour les C1, C0. Donc, comme coordonnées cartésiennes, c'est 1 demi, 1 demi, 0 pour la première et 1 demi, 1 demi, 1 pour la deuxième. Et la coordonnée réduite, ça va être 1 demi, 0. Voilà globalement pour les coordonnées réduites. Alors, une remarque. Donc, on va avoir autant de coordonnées réduites que de nombre de motifs par maille. Donc, pour une maille mode
lorsqu'on a le mode P, le nombre de motifs, c'est 1. Et par conséquent, on va avoir un seul type de coordonnées réduites. Donc, ce sont les sommets qui vont être occupés. Donc, on va avoir 0, 0, 0. Une seule coordonnée réduite. Lorsqu'on a le mode I, donc, on va avoir les sommets qui sont occupés plus le centre de la maille. Ce qui donne un nombre de motifs égal à 2. Et les coordonnées réduites, on va avoir deux types de coordonnées réduites. Les sommets représentés par 0, 0, 0 et le centre de la maille, elle est représentée par 1 demi, 1 demi, 1 demi. Le mode C, de même, on va avoir comme nombre de motifs 2 et le nombre de coordonnées réduites, c'est 2 coordonnées réduites. Le mode F, on va avoir les sommets plus les faces qui sont occupés, les milieux des faces. Donc, on va avoir 4 motifs au total. Et on va avoir 4 coordonnées réduites, les sommets plus les milieux de chaque face. Voilà ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. On peut continuer la discussion. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Et à la semaine prochaine.